dire que la technologie a tendance à réduire l'effort humain. Depuis l'avènement des technologies, nous remarquons un bouleversement d'habitudes. Et pour parler de ce thème très important sur la famille virtuelle, nous avons sur le plateau des invités, mais rassurez-vous, ce ne sont pas des invités virtuels, ce sont des invités très réels. Ils sont juste dans le bain comme moi. Nous avons le plaisir aujourd'hui de partager ce plateau avec deux invités. Monsieur Gérard Dacosta, qui est ingénieur en sécurité informatique. Bonjour, Monsieur Dacosta. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va, merci. Et chez vous? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Et nous sommes avec Monsieur Ndiaye Momodou, qui est le réalisateur du film, qui est à la base de cette émission. Et Monsieur Ndiaye est aussi meilleur prix, FESPACO 2011. Et il est aussi mon mentor. Donc aujourd'hui, ce sera l'élève devant le professeur. Bonjour, Monsieur Ndiaye. Bonjour, Madame Sadio. Merci d'avoir accepté mon invitation sur le plateau. Je vous en prie, c'est un plaisir. Et surtout, ne me tenez pas rigueur si je fais de petites fautes. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, suivons la bande-annonce du film « Maintenant et virtuellement familial » dont M. Ndiaye est le réalisateur. Non. Mais alors tu le fais? C'est pas possible. Bah oui. Mais fais tout justement pour payer sa facture et tout ça. Après on verra ce qu'il y a lieu de faire. N'est-ce pas? Oui. Oui. Ah bon? Oui. Je suis choquée. Oui. Ah oui, je suis vraiment choquée. Bah oui, c'est ça ou c'est... Ah oui. Pourquoi on va laisser, hein? Non mais tu le fais, il n'y a pas à chercher des médias à 14 autres. Tu le fais ou bien je prends quelqu'un d'autre? Omar, va ouvrir la porte. Non mais fais-le, il n'y a pas à revenir là-dessus quoi. J'ai pas le temps, moi je dois voyager, je dois bouger. Fais-le, je te dis. Si tu savais le nombre de gosses qui tapent à ma porte, Omar, tu ferais justement ce que je te dis. n'est-ce pas à toi que je m'adresse? Va ouvrir la porte. Oh non maman, c'est toujours comme ça, toujours moi, toujours moi. Ah non, je ne peux pas revenir là-dessus moi. Retour sur le plateau et on a hâte de voir le film en entier. Alors, Monsieur Ndiaye, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce très beau film? Ce film, maintenant virtuellement familial, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais maintenant, qui s'écrit avec de la sorte, les mains, bien la main, tirée, tenant. Mais aussi pour dire comme ça, quand on dit maintenant, on va penser à l'époque moderne. Donc maintenant, virtuellement familial. Alors que j'ai fait en 2014, si mes souvenirs sont bons, qui est un film court de 10 minutes et quelques, est un film dans lequel je m'interroge. Naturellement, c'est un film qui porte sur cette révolution majeure. C'est une révolution majeure qu'on est en train de vivre et qui a des répercussions sur tous les plans de notre vie en ce moment, si on analyse bien. Mais moi, je l'ai analysé sous cet angle. C'était pour voir les répercussions sur le tissu social. On n'a pas parlé de société, mais précisément sur la famille. La famille, quand on analyse, la famille, c'est des individus humains qui la forment, la société étant déjà formée par des familles. Donc voilà, j'avais ciblé la famille comme base de travail. Ce qui est à l'origine de ce film, c'est une situation très cocasse que j'ai vécue, peut-être plus tard qu'on y reviendra. Donc quand j'analyse ça, c'est pour m'interroger dans le cadre de ce film, de dire, mais est-ce que le confort, cette sérénité, cette sécurité que peut offrir une famille n'est pas en train d'être agressée, d'être violée? Je m'interroge si aujourd'hui nos familles ne sont pas devenues de cercles décelés. On est là, mais la communication ne passe pas. Il y a une famille, donc ce cercle-là où il y a absence de communication, à la limite on s'interroge si c'est des humains qui sont ensemble. Mais aussi c'était pour m'interroger sur les enjeux de l'éducation
de nos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui, l'éducation ne reçoit pas un coup quand on en est à ce stade où même les parents sont devenus victimes ou otages? Donc c'est vraiment une déstructuration de la famille que je constate. Et j'ai finalement aussi envie de dire que face à toutes ces mutations, le rôle ou bien les rôles des parents ne doivent pas se limiter essentiellement à la procréation. Il y a éventuellement nécessité peut-être de réinventer nos manières de vivre ensemble, de réinventer cette manière d'éduquer ces enfants. Donc c'était un ensemble d'éléments qui m'avaient poussé à faire ce film. Mais c'est vraiment pour poser la question, interroger la société, l'époque moderne, s'il n'y a pas nécessité de s'arrêter, vu tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Donc c'était en 2014, il n'y avait même pas ces réseaux sociaux très développés maintenant qui existent ici. Oui, en 2014. Il y avait par rapport à ce qu'on utilisait, les Skype par exemple, si je vous en parle, c'est beaucoup de souvenirs maintenant. Personne ne l'utilise. Donc c'était vraiment dans ce champ-là que je situe le film, qui m'avait, tous ces éléments-là qui m'avaient poussé vraiment à faire ce film. Donc court-métrage qui a eu à voyager un peu à l'époque, mais que je n'ai jamais monté au Sénégal jusqu'à présent. Nous avons hâte de le voir au Sénégal. Et M. Ndiaye, du coup, ça me tente de vous demander, est-ce que vous êtes dans une famille virtuelle ou une famille traditionnelle? Ouf, malheureusement, je fais partie de ces otages, de ces victimes. Ça, je l'avoue. Tantôt, je vous parlais de l'origine du film, mais c'est une situation dans laquelle je me trouvais, où j'étais devant mon ordinateur. Naturellement, il y a toujours du travail à faire. On quitte le bureau, mais à la maison encore, c'est pour continuer d'autres travaux, puisqu'on est effectivement employé quelque part, mais parallèlement, on mène des activités. On est dans le domaine du cinéma. Aussi, on porte les projets de collaborateurs. Constamment, il y a du travail à faire. Arrivé à la maison, donc, en continuant le travail, je me suis rendu compte que je m'occupais peu des enfants. Puisque papa est pris, les enfants aussi avaient fini de trouver leur créneau. Là, je ne parle pas de leur maman aussi. Ce qui fait qu'en voyant tout cela, me rendant compte dans le temps que je commençais à être déconnecté, j'étais transporté sur un autre univers, ça m'a fait rire, mais en même temps, ça m'a interpellé. Donc, pour être honnête, je vis vraiment cette situation-là. Mais, comme on dit aussi, quand on sait un peu sa maladie, voilà, c'est un pan gagné pour peut-être trouver la solution ou les médicaments qu'il faut pour régler le problème. Pour dire que je m'applique, j'essaie de m'y mettre, mais j'avoue que ce n'est pas évident. Merci beaucoup pour votre franchise. Alors moi, je suis aussi curieuse de savoir avec M. Dacosta, qui est ingénieur informatique, est-ce que vous êtes dans une famille virtuelle ou traditionnelle? Ou bien un peu comme M. Ndiaye? Très bonne question. Je pense qu'actuellement, c'est très difficile de pouvoir situer la frontière parce que c'est devenu encore plus pire parce qu'il y a de nouveaux plateformes en ligne qui ont été créées et maintenant, je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie des jeunes passent tout leur temps sur ces plateformes-là. Et donc, je pense que nous sommes dans une famille virtuelle. Et vraiment, c'est un combat à mener. Et je pense que le combat doit être au niveau des parents, parce que les enfants copient en fait ce que font les parents. C'est ça. Et pour revenir à ce que M. Ndiaye disait, il parlait de Skype à l'époque. Et on peut voir dans le film le père qui est sur son téléphone, on voit la mère qui est sur Skype, on voit aussi l'enfant qui est sur la manette de jeu vidéo, voilà, et aussi la jeune fille qui est sur Facebook. Alors, moi j'ai une question, est-ce que ça par exemple, cette famille virtuelle-là, est-ce qu'il n'y a que des inconvénients, tels que vous l'avez décrit dans votre film? Est-ce qu'il n'y a que des inconvénients ou bien il y a quelques avantages à être dans une famille virtuelle? C'est une question que je me pose. Qu'est-ce que vous en pensez? Des inconvénients. En réalité, quand on analyse les technologies de l'information et de la communication, pour ne pas dire les nouvelles techniques,
ce n'est pas que des inconvénients. De toutes les façons, en ce XXIe siècle, il n'est pas évident de vivre sans ces outils. Les temps évoluent, il faut absolument s'adapter. Donc, je ne dirais pas qu'il n'y a que des inconvénients. Il y a beaucoup d'avantages. Moi, par exemple, aujourd'hui, je peux me permettre de laisser mes enfants visiter Google. Ne serait-ce que parce qu'à l'époque, on prenait des dictionnaires, par exemple, pour comprendre le sens d'un mot, aller chercher le vocabulaire par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, si avec l'outil, ça devient beaucoup plus accessible, je ne vais pas le rendre privé du tout. Donc, moi aussi, à mon niveau, si j'ai envie de faire certaines recherches, je ne m'en priverai pas d'aller sur mon ordinateur. Il n'est pas évident de pouvoir aller à la bibliothèque universitaire pour retrouver certaines choses. Pour certains travaux aussi, il n'est pas évident que ça soit très accessible. À partir de ce moment, visiter Google ou aller quelque part où on peut l'avoir dans Internet, par exemple, je ne m'en priverai pas. Par rapport aussi à l'outil de communication, aujourd'hui, si je peux être en contact régulier avec mon enfant qui souffre aux États-Unis via un réseau social, par exemple, c'est des avantages majeurs. Aussi par rapport au gain de temps, il y a beaucoup d'avantages liés à ces techniques de communication. Ouais. Après, il y a le revers. Il faut essayer un tout petit peu, comme je le dis souvent, de contrôler l'usage pour qu'il n'y ait pas d'addiction, pour qu'on ne soit pas otage. Par rapport à cette armée de nouvelles technologies. Oui. C'est une armée qui a fini de nous assaillir. Il nous appartient maintenant, individuellement aussi ou collectivement, de trouver des solutions. Il s'agira maintenant de s'adapter, de se contrôler pour gérer ces situations. Oui. Monsieur Dacosta, vous en pensez quoi? Ok, donc pour ma part, en fait, aujourd'hui, cette technologie, les nouvelles technologies, en fait, moi, je le vois comme un couteau à double tranchant. Donc aujourd'hui, un couteau, c'est un outil. Mais aujourd'hui, ça dépend en fait de l'utilisation de la personne. Donc aujourd'hui, il y a d'autres personnes qui utilisent le couteau pour faire beaucoup de choses très importantes. Et il y a d'autres personnes qui l'utilisent pour autre chose. Donc tout dépend en fait de l'orientation qu'on veut donner à cet outil. Donc aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est lié à Internet, il faut savoir que derrière, il y a l'éducation numérique. Donc aujourd'hui, pourquoi on retrouve plus de dérives en Afrique que dans les autres pays du monde? C'est parce qu'aujourd'hui, cette technologie, on l'a adoptée sans même vraiment savoir comment elle fonctionne. Donc, comment elle marche, à quoi elle sert. Donc aujourd'hui, si on regarde les plus grands consommateurs de TikTok, c'est en Afrique, ou des autres réseaux sociaux. Donc on est un marché vraiment phare pour ces réseaux sociaux. Donc on met nos données comme on veut, on est addictif à ces réseaux sociaux, etc. Maintenant, dans les autres pays aussi, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas addictifs. Ok. Maintenant, eux, ils essayent de trouver dans cette addiction comment instruire leur population sur ces réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, si on donne l'exemple, par exemple, du TikTok chinois par rapport à notre TikTok, ici, avec l'algorithme de recherche, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées à la danse, à des choses futiles. Tandis que si on regarde l'algorithme qui est recherché vers les pays asiatiques, là on voit des vidéos à contenu professionnel qui sensibilisent les personnes, qui poussent ces jeunes à aller de l'avant, et ainsi de suite. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a une manipulation, non. Les algorithmes, ce sont des robots, des programmations qu'on met, de telle sorte qu'ils peuvent penser. Donc nous, en fonction de ce qu'on veut, c'est ça qu'on nous propose. Donc aujourd'hui, derrière, il faut vraiment cette éducation numérique qui va permettre vraiment à tout le monde de pouvoir savoir comment utiliser cet outil. Parce qu'aujourd'hui, même si on met une régulation, même si on met des lois, même si on met beaucoup de choses, sans derrière cette éducation, les gens ne vont pas le faire. C'est comme aujourd'hui, quand on dit une voiture doit s'arrêter vers les bandes blanches là pour permettre aux piétons de passer, mais parfois vous voyez des voitures même qui viennent jusqu'à... Donc c'est comme ça en fait avec les... Donc il faut vraiment une éducation, une sensibilisation. Et moi je suis convaincu, par rapport à une notion de famille, les premiers acteurs et les premiers responsables, ce sont les parents. Et donc c'est ces parents-là qu'il faut sensibiliser, qu'il faut montrer en fait
comment utiliser cet outil et à leur tour d'apprendre aux enfants comment l'utiliser. Et après, les parents, la notion de famille ne se limite pas seulement à la maison. L'enfant est exposé à la rue, est exposé à l'école. Donc tous ces acteurs doivent être formés pour qu'ils puissent accompagner l'enfant, pour qu'ils puissent utiliser de manière responsable ces technologies. C'est ça. Ça me rappelle un peu justement une image que j'ai vue circuler ces derniers temps. C'était un graphique et on montrait en 60 secondes le nombre d'heures qu'on passait sur les médias sociaux et sur les plateformes de communication. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais je me demandais, est-ce que je vois bien ce qui est écrit? C'est des sujets qui nous interpellent, ça nous interpelle. Mais est-ce que ça concerne nos pays africains? Enfin, vous l'avez dit. C'est pire. Ici, c'est pire. Hein? Parce qu'aujourd'hui, moi, je donne l'exemple. Donc, aujourd'hui, un enfant moyen qui doit dormir, par exemple, maintenant, ils n'ont plus leurs 8 heures de sommeil. Parce que, donc, tu dors vers 0h ou 1h du matin, tu dois aller à l'école, tu te réveilles vers 6h ou 5h, tu te prépares. Arrivé à l'école, tu as ton smartphone. La première chose que tu fais, même dès le réveil, c'est le téléphone, regarder, etc. Donc, ils sont accros, on va ils sont dire. accros. Et après, tu arrives à l'école. L'école aussi prend beaucoup de temps. Dès que tu arrives à la maison, c'est ça. Le temps d'apprendre, le temps de parler à la famille, etc. Donc, parfois, les gens ne vivent plus. Donc, voilà. Donc, c'est devenu vraiment compliqué avec les réseaux sociaux. Vous parlez des enfants, mais moi, je parlerai des adultes. C'est adultes, il y en a, que ce soit les femmes ou hommes, il y en a qui passent leur temps maintenant avec leur... Je veux dire, c'est devenu leur compagnon fidèle, le plus fidèle. Avec les Facebook, là, c'est comme des machines, les TikTok et statuts WhatsApp, je ne sais pas, c'est comme des machines, ça tourne, ça te broie, ça fait comme ça. Pour peu, on peut facilement passer plus de 2 heures avec ces histoires-là si on ne fait pas attention. J'ai l'impression. Et ce qui arrive jusqu'à... Je m'amuse toujours à dire à mes enfants, par exemple, ou bien à madame, lorsqu'on circule comme ça, mais j'ai envie, chaque fois je leur dis ça, mais appréciez le décor, apprenez à apprécier le décor. On y va quelque part, mais regardez le décor. Demain, s'il y a changement, vous pouvez dire, mais il y avait telle chose, aujourd'hui il y a telle situation, ou bien même connaître les lieux. Quand on va quelque part, si demain tu dois y aller seul, que tu puisses te retrouver, c'est important. Mais maintenant, tout le monde, hein, c'est valable. Ça, c'est les enfants, c'est dans les transports en commun, c'est à la maison, c'est partout. Les gens ne sont plus comme ça. Ils sont toujours escortés maintenant, comme ça, à la porte. Ce qui fait que d'ailleurs, mais peut-être que vous avez vécu cette expérience, pour peu que vous oubliez votre portable, un moment chez vous, c'est comme si vous n'existiez plus. La vie n'a plus de sens. Cette journée-là, c'est comme une journée morte. Ou bien, je ne sais pas, vous restez peut-être 2 heures de temps à la maison, c'est comme s'il y avait quelque chose qui vous manquait, quoi. Pour peu que vous mettez le portable quelque part. Après, quand vous revenez encore, c'est comme si vous n'aviez pas mangé pendant 10 jours. Quelqu'un qui a faim, qui se met à boire, oui. Ouais. Comme si on était en retard, quoi, etc. Quelle course mène-t-on? Mais il faut absolument donc que l'on revienne à ce que je disais, qu'on essaie de contrôler l'usage de ces outils-là, qu'on essaie de revoir le rapport qu'on a avec toutes ces plateformes, tous ces appareils, et c'est important. Nous, les parents, on a souvent tendance à dire qu'on n'a pas assez de temps. Pas assez de temps pour passer avec les enfants. On rentre du travail, on est fatigué. Il faut occuper l'enfant qui est souvent hyperactif. Et solution, le portable. Monsieur Dacosta, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que justement, avec ça, l'interaction familiale n'est pas influencée? Et est-ce que plus tard, en tant que jeune adolescent, est-ce que ça n'aura toujours pas cet impact-là, et en plus adulte et dans la société? Okay. Donc en fait, ce phénomène-là, en fait, on va parler un peu de psychologie, parce que même quand on fait de l'informatique, il faut comprendre l'homme aussi. Et aujourd'hui, donner très tôt un téléphone à l'enfant et le laisser grandir avec, donc l'enfant va rater beaucoup de choses humaines. Donc il va rater beaucoup de valeurs humaines, comme l'empathie, le respect, beaucoup d'autres valeurs. Parce qu'en fait, il va grandir en découvrant des mondes
et des réalités qui ne sont pas ses propres réalités en fait. Et il va penser en fait qu'aujourd'hui, on a l'exemple de beaucoup de jeunes qui sont africains, qui sont nés en Afrique et tout, mais eux, ils se voient comme des Américains ou d'autres personnes. Parce qu'ils ont grandi dans la solitude. Dans la solitude et aussi en regardant en fait ce monde-là en fait. Donc eux, ils sont persuadés dans leur tête qu'ils sont prêts à tout pour aller être un Américain ou autre chose. Et ils sont même prêts à vendre leur âme pour devenir en fait. Parce qu'ils ont été formatés en fait. Et c'est ça aussi le danger. Et il y a aussi d'autres dangers en fait. L'enfant ne va pas grandir comme il faut sur le plan psychologique en fait et intellectuel. Parce qu'aujourd'hui, il va voir des choses qui ont été résumées, qui ont été vite faites, alors qu'aujourd'hui, l'enfant a besoin d'apprendre. Aujourd'hui, il y a un exemple assez simple, aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, il y a deux aspects à savoir tout ce qui est apprentissage supervisé et non supervisé. Donc supervisé aujourd'hui, c'est une machine qu'on apprend vraiment à connaître des choses, mais toujours on l'accompagne. Maintenant, non supervisé, on lui donne beaucoup de choses et c'est à lui d'apprendre, etc., et à grandir. Donc aujourd'hui, c'est le contraire en fait. C'est les machines qui apprennent et les personnes, ils apprennent aux personnes comment faire. Et maintenant, la personne, c'est tellement résumé que la personne ne prend pas le temps vraiment de comprendre les choses. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, même par rapport à mes étudiants, parfois en classe, il y a tellement d'outils qui facilitent le travail, mais je veux en fait leur faire comprendre d'abord comment fonctionne la chose avant de les donner ces outils. Parce qu'en fait, ces outils-là, à moins de... Moi, je me rappelle, même si c'est pas des années lointaines, aujourd'hui, pour faire des calculs réseau et autres, nous, on faisait vraiment avec une feuille, etc. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a tellement d'applications qui ont été développées, il suffit de mettre et de cliquer et tu as tout. Donc, eux, derrière, ils ne vont pas comprendre. Et si la machine fait une faute, tu ne pourras pas savoir. Tu vas en fait recopier ce que la machine te donne. Et donc, aujourd'hui, c'est ça en fait le risque. Les gens ne réfléchissent plus par eux-mêmes. Et c'est pur maintenant, il y a ChatGPT qui a été créé. Tu lui poses une question, tu lui demandes des choses, il te donne. Donc les gens commencent à ne plus réfléchir. Mais c'est ça, et ça devient vraiment compliqué parce qu'il y aura une poignée de personnes qui vont réfléchir et qui vont créer ces choses-là. Et maintenant, la majorité vont continuer vraiment à utiliser sans vraiment réfléchir. Alors qu'aujourd'hui, l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies, surtout l'intelligence artificielle, elle ne sert pas à remplacer l'humain ou même à être supérieur à l'humain, non. C'est un outil aussi. C'est un outil qui nous permet d'être plus performants, il nous améliore et il nous permet de pouvoir faire des choses rapidement. Donc, c'est ça que les gens doivent comprendre en fait, pour qu'on puisse vraiment utiliser ces technologies comme il faut. Sinon, on risque vraiment, excusez-moi du terme, de devenir des moutons. Des moutons, des moutons. Moi, pour abonder dans le même sens, pour dire comment c'est important que l'on fasse intervenir un tout petit peu notre esprit. Si tu mets un texte en français pour avoir la traduction en anglais, il n'est pas évident que ça soit traduit correctement. Donc il y a des translations, des traductions, il faut absolument vérifier. Ce n'est pas évident que tu aies ça. Donc pour dire qu'il est important, quel que soit ce qu'on prendra comme support, toujours de faire intervenir son esprit, de faire travailler l'esprit. Mais c'est très difficile quand même, parce que là, je vous donne un exemple précis. Je me rappelle, nous aussi, et ça c'est une interrogation, quelque chose que j'ai souvent, que j'ai l'habitude de mettre sur la table en discutant avec certains psychologues en général. Je leur dis, mais écoutez, moi je sais qu'à l'époque, je n'avais pas de portable, ça n'existait pas du tout. À l'époque, on avait cours à partir de 8 heures. Curieusement, à 6 heures, j'étais debout. Sur toute l'année scolaire, à 6 heures, j'étais debout, je me préparais. Je ne sais plus maintenant où se trouve cette horloge naturelle que j'avais quelque part en moi. Des fois, moi, je me demande, est-ce qu'ils se rendent compte de tout ce que cela implique? Mais est-ce que vous pouvez nous dire comment est-ce que la famille virtuelle peut être vulnérable aux menaces en ligne et aux atteintes à la vie privée? Okay. Donc, comme tout à l'heure, je le disais, il y a ce qu'on appelle le profilage web. Donc, à l'intérieur, il y a des
cybercriminels qu'on appelle, en fait, eux, ils font de l'ingénierie sociale, en fait, les brouteurs. Comment ils font, en fait, aujourd'hui, parce que vous partagez beaucoup de choses, donc parfois on dit éviter de partager beaucoup de choses en ligne. Donc ces personnes vont étudier, donc ils vont voir par exemple cette personne aime sortir les samedis, les week-ends, etc. Ou bien cette personne aime écrire un statut, je me sens seul, etc., etc. Il va vous approcher aussi en disant, ah ouais, et créant une histoire qui va être pareille avec la vôtre, parce qu'il vous a étudié. Et c'est comme ça qu'ils font. Avant même de vous approcher, ils savent déjà ce qu'ils font. Donc de telle sorte que vous allez trouver ce manque-là que vous avez et vous allez essayer de le combler à cette personne. Et comment cette personne va faire? Peut-être, il y a plusieurs phases. Hein. Il peut essayer de vous attirer de telle sorte qu'il peut gagner de l'argent derrière après, parce qu'il va vous envoyer des vidéos et en retour il va demander des vidéos, alors que ces vidéos ne sont même pas ses propres vidéos. Et une fois qu'il l'a, vous allez recevoir un appel qui va vous dire votre vidéo va être partagée, vous payez sinon. Et je pense que même avant-hier, j'avais publié une petite blague là, il y avait les gens qui riaient. On a dit sur internet, lorsque vous recevez le message d'une femme en premier, fuyez. Donc, après, on a tellement rigolé parce que dans le contexte où on le disait, c'était par rapport au brouteur. Vous êtes là, vous recevez un salut et vous regardez le profil, vous dites, ah mais cette dame-là, elle commence à vous parler, etc. Maintenant, vous vous sentez vraiment dans le bain. Dans le bain. Ils savent en fait comment faire. Et maintenant, par rapport, imaginez par exemple, si on doit le contextualiser, l'enfant c'est le fils de quelqu'un qui est connu ou d'une personne assez connue, etc. Après, il vous dit, est-ce qu'on peut faire appel vidéo, tu peux me filmer la maison, etc. Il va déjà repérer les points. Il va dire, mais dans ta maison, j'aimerais venir te voir, est-ce qu'il y a des caméras? Oui, mais est-ce que tu as la possibilité de les désactiver, etc. Donc là, il commence à prendre des renseignements. Est-ce qu'il y a des gardiens? Est-ce que tu as la possibilité de les envoyer quelque part, comme ça je puisse venir te voir, on va passer de bons moments. Et l'enfant dans sa tête se disant, waouh, cette femme-là va venir me voir, alors qu'il y a derrière un profil d'un mec qui est là avec ses compagnons qui vont venir vous cambrioler. Et donne-moi l'adresse, je vais venir telle heure, gère. Et automatiquement la personne vient. Parce qu'il a repéré que ton parent, etc., est quelqu'un d'une famille riche, etc. Vous avez, voilà, donc il passe à l'heure. Il va vous demander, par exemple, tes parents, ils voyagent. Ah, mes parents voyagent d'habitude, ils me laissent une semaine, moi seul, il n'y a personne à la maison. Donc, c'est des informations qui vont tirer, en fait, et qui vont nuire, par exemple, à la personne. Parfois, il y a les parents qui ont le garde du corps, etc. Ils oublient parfois que protéger un enfant, ce n'est pas seulement physiquement. Il y a l'aspect logique maintenant, parce que l'enfant a accès à plusieurs plateformes, etc. Et même maintenant, les gardes du corps doivent être formés sur ce processus. Et même les personnes qui passent plus de temps avec l'enfant doivent être formées sur ce processus de contrôle. Et il y a plusieurs phases en fait. Et aujourd'hui, même le fils d'un ambassadeur, d'une personne connue, etc., il y a un danger en fait pour la famille. Et parfois, on expose nos données sans même le vouloir. Parce qu'aujourd'hui, la personne a quelque chose derrière toi et te dit de faire ceci ou je le montre. Oui. Voilà. Donc, c'est ces nombreux dangers, surtout l'ingénierie sociale. Je pense que vous devez le retenir, ça fait beaucoup de mal. Parce qu'ils ont compris en fait le premier phénomène, c'est le facteur de pauvreté. Que ce soit même les adultes. Hein. On vient, on te dit, ouais, j'ai hérité d'une fortune, j'aimerais le recruter, mais actuellement, j'ai rien du tout. Merci de m'envoyer telle somme, après tu auras 10%. Tu calcules sur la valeur totale de ce qu'il doit avoir, tu envoies. Et ils le font à beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, pourquoi l'ingénierie sociale marche toujours? C'est parce qu'ils ont toujours des pigeons. Et donc, c'est assez compliqué. Donc, la meilleure façon, c'est de sensibiliser. C'est de sensibiliser, parler avec ces personnes, leur dire évitez cela, etc. Et par rapport aux parents, il y a plusieurs outils. Hein. Il y a ce qu'on appelle Family Link. Je pense que ça va vous éviter même de partager votre téléphone parce que votre téléphone aussi, il y a des données. Et par exemple, si on prend le cas que l'enfant, il y a une personne qui l'a contacté, qui lui dit ce qu'il doit faire et de lui dire de supprimer après les messages. Et après de lui dire envoie-moi les données qui sont contenues par exemple dans le téléphone de ton papa. Donc c'est un risque aussi. Donc c'est pourquoi il ne faut pas vraiment. Donc l'idée aussi, c'est que si vous ne pouvez pas donner l'appareil à votre enfant, donnez-lui un appareil et mettez le Family Link.
Oui, moi, je me rappelle, j'avais donné des tablettes instructives, ça ne prend pas de puce, à mes petits frères et petites sœurs. Et j'avais mis Family Link. Maintenant, l'un d'entre eux avait téléchargé TikTok. Et automatiquement, j'ai eu la notification. Dès que je suis arrivé à la maison, je lui ai demandé la tablette. Et même vous avez des processus pour bloquer. Donc je lui ai dit, pourquoi tu as installé TikTok? TikTok à cet âge, etc. Elle avait, je pense, 10 ans. Okay. Je lui ai dit non. Parce que ça me permet, et c'est des outils, il y a plusieurs outils qui permettent vraiment d'avoir une surveillance. Mais je vous dis, on ne peut pas totalement surveiller les enfants. Parce qu'ils peuvent aller à l'école, ils peuvent utiliser le téléphone de leurs amis. Et surtout là-bas aussi, il y a beaucoup de dérivants. Il y a des enfants aujourd'hui, moi je me rappelle, il y avait des cas où tu empruntes, tu mets ton compte, tu oublies de te déconnecter, tes amis le prennent, regardent, prennent des captures, le partagent dans des groupes, font ce qu'on appelle les cas. Et ça, c'est des choses qu'on appelle des traitements des données personnelles non autorisés. Et c'est puni par la loi. Et parfois, même si l'enfant n'est pas poursuivi, on peut poursuivre le parent parce que c'est lui le responsable de l'enfant. Donc tout ça aussi, ça va lier à la famille. Des audios fuités, en fait, il y a beaucoup de dégâts. Des mariages qui sont détruits et pas mal de choses. Aujourd'hui même, avant de venir, j'ai découvert une plateforme qui permet en fait de reproduire n'importe quel message, que ce soit TikTok, WhatsApp, etc. et de faire des fake messages en fait. Et c'est juste pour vous dire qu'actuellement, nul n'est à l'abri. Nul n'est à l'abri en fait. Et il suffit aussi vraiment de créer, je pense, dans une famille, une règle en fait. Une règle à respecter. Parce qu'aujourd'hui aussi, certes, on a plusieurs travail à faire, mais aussi il faut avoir le temps de pouvoir s'intéresser à sa famille. Parce que il y avait même d'autres personnes que je voyais, eux, ils sont plus catégoriques. Ils disent que si vous n'avez pas le temps pour élever votre enfant, ne faites pas d'enfant. Attendez d'avoir du temps. Parfois, beaucoup de gens font du mariage seulement pour le buzz. Ils ont des enfants. Ils ne savent pas ce que l'enfant vit, ce que l'enfant fait, etc. Et l'enfant, pareil, hein, il ne peut pas savoir. Même aujourd'hui, si on l'interroge à l'école, faites le portrait de l'un de vos parents, qu'est-ce qu'il fait, etc. Ils ne savent pas. Parce que vous n'avez pas pris le temps, même un jour, de dire à l'enfant, viens m'accompagner, de voir mon cadre, là où je travaille, qu'est-ce que je fais, de comprendre en fait ce que je fais, et ainsi de suite. Donc il y a beaucoup de processus en fait, et ça doit être travaillé en fait. Et M. Dacosta, je reviens sur un thème que vous avez dont vous avez parlé tout à l'heure. Ça me rappelle d'une conversation que j'ai eue avec une collègue, les données personnelles. Il y a une tendance actuelle où la personne récupère les données, je ne sais par quel moyen, et elle fait du chantage à la dite personne pour avoir en retour de l'argent. Alors moi, je suis un peu surprise parce que je me dis, comment est-ce que c'est possible de récupérer ces données personnelles si tu ne l'as pas partagé sur les réseaux sociaux? Et comment se protéger de ça? Parce qu'après, il y a un chantage derrière et tu es un peu largué. Ouais. En fait, comme nous on le dit, hein, en sécurité informatique, il n'y a pas de sécurité à 100%. Donc aujourd'hui, même si on te dit que cette technique n'existe pas, tant que tu ne l'as pas vue, il faut t'en douter. Donc les gens ont plusieurs techniques pour récupérer les données. Par exemple, je peux même avoir une application de clonage que je vais mettre près de son téléphone. On est là et il récupère. Comme ça? Tout court. Il y a aussi pas mal de choses comme ce que je dis. Hein. Prête-moi ton téléphone. J'ai un message à envoyer et j'installe une application tierce. Ouais, donc récemment, il y a des applications gratuites pour ça. Donc je ne vais pas les dire ici parce que aussi les gens peuvent les utiliser à des fins. Mais c'est des applications gratuites que tu vas installer qui ne sont pas détectées et qui vont transmettre des messages WhatsApp, etc., etc. Donc il y a aussi des applications développées. C'est pourquoi en fait aujourd'hui un téléphone doit être personnel. Un téléphone ne doit pas être dans les mains de qui que ce soit. Ce n'est pas par manque de confiance ou autre chose, mais parfois il y a des positions que tu occupes, il faut protéger ton téléphone. Et par rapport à aussi ces récupérations de données, c'est comme je l'ai dit, c'est de l'ingénierie sociale. Parfois même, c'est toi-même qui es obligé de donner les données d'une autre personne. Parce qu'il y a une autre personne qui a des données contre toi. Et par exemple, si je veux t'atteindre, je peux passer par M. Ndiaye d'abord. Donc je passe d'abord par lui. J'ai des données compromettantes et je lui dis maintenant ce que je veux. Elle a confiance en toi. Prends le téléphone, installe telle application et redirige.
est automatiquement géré. Parce que même il y a ce qu'on appelle les menaces, par rapport aux menaces, on dit que 60% ou même 70% des menaces viennent d'interne que d'externe. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il faut se méfier de son entourage. Je ne dis pas d'être parano, mais il faut parfois se méfier. Parfois il y a une personne qui n'a rien contre toi, mais c'est parce qu'il est poussé à bout qu'il va essayer de te nuire, parce qu'on a des choses derrière lui, on est en train de le faire chanter, etc. Et dans la majeure partie des cas, c'est des personnes qui sont tombées dans le piège de ces belles femmes qui vous envoient des messages. Et après vous, à votre tour, vous allez vous filmer et vous envoyer, automatiquement on va vous dire. Maintenant, par rapport au conseil, il faut savoir ici au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la CDP, la Commission de protection des données personnelles. Donc si vous êtes victime de ce type de chantage, allez là-bas, portez plainte. Eux, ils vont vous donner la marche à suivre, parce que je pense qu'il y a la plateforme de lutte contre la cybercriminalité de la gendarmerie et la division cybercriminalité de la police. Donc tous ces trois-là vont travailler en étroite collaboration et essayer vraiment de vous aider à sortir de ce trépied. Mais moi, ce que j'aime toujours conseiller à ces personnes qui sont victimes de ça, surtout ces personnes qui partagent des contenus de leur propre gré et après qui sont victimes de ça, c'est d'assumer en fait. Essayez de parler aux personnes qui vous sont chères d'abord et d'assumer. Une fois que vous assumez, donc vous allez pouvoir vraiment après suivre la tendance. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que ces personnes ont toujours des complices ici. Et ils vont vous mettre la pression, ils vont vous appeler. Et une fois que vous payez, vous allez être leur pigeon parce que vous allez payer. Une autre personne va vous dire, ah, dans le groupe, on a oublié de donner à l'autre. Et lui, il a la vidéo, il faudra lui payer. Vous allez obliger d'être payé, ça va être un cercle sans fin. C'est pourquoi parfois il faut assumer. Il faut assumer, il faut dire que j'ai eu à faire ceci, je me suis trompé, etc. Et maintenant là, vous allez vraiment évoluer. Donc, première approche, première chose pour se défendre de ça, c'est d'assumer en fait. Et l'autre chose aussi, c'est de contrôler ce que font les enfants en ligne avec des applications comme Family Link. Parfois même mettre des règles où, moi je me souviens, il y a parfois des enfants qui disent « Ah, moi, ma mère contrôle mon téléphone ». Il ne faut pas avoir peur de contrôler le téléphone, etc. À un certain âge. Et l'autre aussi, c'est que les parents doivent être des modèles. Ils doivent montrer la voie aux enfants. Par exemple, dès que j'arrive à la maison, si vraiment ce n'est pas nécessaire, mon téléphone, je n'y touche plus jusqu'à... C'est clair. Voilà, donc ça permet aux enfants de pouvoir vraiment... Combat, hein? Voilà. C'est un vrai combat. C'est un combat. Moi, je me fais ce plaisir de dire ça. Quand je mange, je ne décroche pas. Ouais. Ou bien si je dois décrocher, je me lève. Parce que quoi qu'on dise aussi, l'éducation, c'est des actes. C'est des actes. C'est des paroles. C'est ça. Oui. Vous faites des actes, les enfants les voient, les suivent. Vous dites des choses, les enfants les entendent et les suivent. C'est tout simple. Donc il s'agira de mener ce combat-là à la maison, de se faire violence pour arriver à cette... Ça va être facile, mais bon. C'est ça. Et dans votre film, M. Nia, j'ai vu vers la fin que l'enfant est tombé sur un site, on va dire, pornographique. Tombé ou bien est allé sur... Il avait l'habitude de le faire, avoir ses yeux. Avoir ses yeux, hein, voilà. À plusieurs reprises, il a cherché à aller là-bas. Donc la première fois, il y a eu la fille qui est revenue pour le chasser. Après, il a eu encore l'occasion de se mettre devant la machine et tout de suite, voilà. Donc il était parti chercher un contenu peut-être qu'il connaissait déjà auparavant. C'est des dangers. On ne peut pas mesurer l'ampleur des choses, ce qui fait que c'est un contrôle permanent qu'il faut avoir sur sa progéniture. Qu'il faut avoir par rapport à soi et par rapport aussi à sa progéniture. C'est un combat. C'est un combat et c'est pas facile. Mais M. Dacosta, à part Family Link, quel autre outil vous pourriez nous conseiller pour pouvoir surveiller par exemple les enfants et pour nous-mêmes, hein, pour se protéger de toutes ces hackers, comment est-ce qu'on appelle ça? Les hackers. Voilà, c'est ça. En fait, aujourd'hui, même ça on les voit plus dans les sociétés, à savoir l'installation de VPN. Par exemple, au niveau du réseau familial où on peut filtrer des contenus en fait. Par exemple, aujourd'hui, si l'enfant doit se connecter sur le Wi-Fi familial, il ne pourra pas accéder à certains contenus. Parce qu'aujourd'hui, si on met en place ce qu'on appelle un outil, un firewall, où on va mettre des règles
Ça, on le voit dans les entreprises où parfois si la personne veut se connecter sur WhatsApp ou certains sites, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de... Donc, il y a ces outils gratuits, il y a des jeunes même qui le mettent en place, qui peuvent vous donner ce kit et qui l'installent à la maison de telle sorte qu'aujourd'hui l'enfant aura un portail où il va se connecter. Par exemple, dès qu'il se connecte sur votre Wi-Fi, il y a un portail, peut-être avec son profil, avec un temps de connexion, et dès que ce temps arrive, tac, c'est coupé. Et aussi le parent aussi doit venir physiquement. Le parent doit venir 20 h ou même avant. Ah, il est bientôt l'heure. Ne touche plus au téléphone, etc. Et il faut aussi savoir responsabiliser les enfants. C'est pas parce que 20 h que tu vas prendre le téléphone, que tu vas amener dans ta chambre, etc. Peut-être tu le laisses avec le téléphone et tu essayes de voir s'il va vraiment avoir cette culture de ne pas toucher le téléphone à cette heure-là. Et accompagner l'enfant, montrer à l'enfant, comme je l'ai dit, moi, c'est ça que je fais. Et surtout, ces petites installations-là, parfois les maisons n'aiment pas le mettre en place, mais il faut le mettre, filtrer ses contenus ou mettre des accès à contrôle parental. Ça existe dans les téléphones, ça existe sur les ordinateurs, etc. Qui vont permettre, par exemple, si ces enfants doivent aller sur ces sites, on lui demande de mettre un mot de passe. Même dans les télés intelligentes aussi, c'est comme ça. Donc, c'est ces choses-là qu'il faut le faire et avoir l'habitude de montrer à l'enfant que moi, je suis là, je suis présent. Parce que l'enfant, c'est ça qu'il va apprendre. Que le parent est présent. Et même si même le parent n'était pas lui dans sa tête, il va dire que le parent est dans les parages peut-être. Peut-être il est même en haut du plafond en train de me regarder, et ainsi de suite. Et ça permet à l'enfant de pouvoir s'éduquer soi-même et de pouvoir éviter beaucoup de choses. Même si ce n'est pas facile, encore, je le rappelle. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est là où souvent j'interpelle les autorités. Je dis effectivement l'essentiel, 90% des précautions à prendre doivent se faire à la maison. Maintenant, il y a aussi les aides. Tout à l'heure, vous avez évoqué la commission des données personnelles. La CDP. Oui, effectivement, c'est une commission, il me semble, qui se doit aussi d'être très active, de faire éventuellement des vidéos à partager sur toutes les plateformes. Parce que les masses, en général, ne sont pas éduquées. Il n'est pas évident d'avoir tous ceux qui utilisent ces outils-là, ces plateformes-là, ne sont pas... Certains ne disposent pas de temps, mais d'autres n'ont pas en général le niveau pour peut-être essayer de trouver l'idée d'installer un VPN à la maison ou d'utiliser Family Link que j'ai eu à utiliser à des moments, etc. Donc ce réflexe-là, il n'est pas évident que les populations l'aient. À partir de ce moment, les autorités peuvent éventuellement participer à cet effort d'éducation en faisant des vidéos à partager. Oui, des vidéos pour communiquer avec les gens et de tout le temps. Souvent parce que l'évolution aussi est très rapide. On n'attend personne, on l'a dit tantôt. Il s'agira de s'adapter au temps et de communiquer avec sa société. C'est important. Et d'ailleurs, M. Nia, pour venir à vous, j'aimerais vous demander quel est le message que vous souhaitez laisser justement, à part ce message que vous venez juste de donner, message et conseil que vous souhaiteriez laisser suite à ce sujet sur la famille virtuelle. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris exprès la famille comme base de travail. Mais c'est toute la société qui est en ce moment attaquée. On vit une certaine crise que tout le monde voit maintenant, que tout le monde déplore. C'est des éléments, des situations que l'on vit qu'on ne pourrait jamais imaginer dans la vie. Cela veut dire quoi? J'ai porté cette réflexion sur la famille, mais je parle de toute la société. Quand maintenant je parle de la famille, c'est que c'est le cadre, c'est le socle, c'est le cadre idéal pour la socialisation de l'individu humain. La raison pour laquelle je me suis arrêté sur ça. Mais quand maintenant cette famille-là est attaquée, il va de soi que la société risque d'être davantage en crise. Donc quand je fais ce film-là, c'est véritablement pour interpeller les gens sur le point de départ. Certes, pour un enfant, il y a la famille, il y a l'école, il y a la rue. Pour les parents, c'est pareil. Il y a le travail, le boulot, il y a la rue, il y a aussi la maison. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on s'interroge, qu'on s'arrête un moment pour se dire qu'il y a un changement majeur qu'on est en train de vivre, un tournant majeur qu'on est en train de vivre, qu'on en devienne conscient et qu'on essaie de trouver des solutions. Les solutions, naturellement,
c'est très relatif. Vous avez fait des propositions, on a vu que certains se situent au niveau de la famille même, mais d'autres, comme je le disais aussi, peuvent se situer au niveau des dirigeants, en général des autorités, pour éduquer les masses par rapport à ou bien face à cet envahissement de l'armée des technologies nouvelles. C'est très important. C'est une armée qui a fini de nous envahir, qui a fini de nous coloniser. Certes, on est preneur parce qu'effectivement, comme je le disais, on ne peut pas vivre cette époque en se disant que, je me rappelle de cette camarade qui me disait que mais moi, ces histoires de WhatsApp, etc., ce n'est pas moi. Moi, je préfère les téléphones classiques, répondre, etc. Mais à un moment donné, il y avait sa fille qui était aux États-Unis. Vous voyez la suite. Aujourd'hui, c'est une personne, donc il n'est pas évident de vivre cette époque sans ces outils-là. Mais alors, il conviendra donc de s'organiser, de voir comment gérer les situations et de se dire qu'il faut absolument être en veille. C'est très important. Merci beaucoup, M. Ndiaye. M. Dacosta, on remarque une floraison, on va dire, d'influenceurs ou de créateurs de contenu. Donc, est-ce qu'il y a une perspective d'avenir en matière de sécurité et quels conseils vous pouvez donner à toutes ces familles virtuelles? Merci pour la question. Moi, je pense que si je contextualise ici au Sénégal, on n'a pas beaucoup d'influenceurs. Parce qu'influencer, c'est aider sa cible à progresser et non lui donner des contre-valeurs. Donc, mais malheureusement, ici au Sénégal, c'est ces personnes qui donnent les contre-valeurs qui sont plus mis à vue et qui sont même invités et qui sont des stars dans beaucoup de séries, etc. Oui. Donc c'est ça le malheur. Mais il y a quand même des influenceurs comme Jorge, Drizzy. Donc ces personnes vraiment montrent des valeurs vraiment qui sont assez rares. Et aussi, il faut savoir qu'aussi cette floraison, elle est remarquée aussi parce qu'il y a beaucoup de communautés IT qui ont été mises en place. Il y a Dara IT, qui est une communauté de jeunes informaticiens qui ont pour but de promouvoir l'informatique au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Et aussi il y a la communauté Route SN qui vient de naître, qui permet vraiment de faire de la sensibilisation informatique. Et au sein de leur programme, il y a ce qu'on appelle en fait ma micro-sensibilisation et aussi ma cyber-école. Donc c'est des programmes, par exemple pour celui de ma cyber-école, c'est aller vers les écoles, sensibiliser vraiment les acteurs qui constituent l'école, le collège, les universités. Et aussi ma micro-sensibilisation, c'est par exemple, je suis là, on discute et je vous sensibilise en vous disant sur Internet, rien n'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Donc ça, c'est une micro-sensibilisation. Ça veut dire que chez vous ou ailleurs, quand vous êtes avec des amis, vous essayez vraiment de les sensibiliser. Donc aussi, il faut que ces communautés puissent vraiment aider dans ce sens. Aider aussi, parfois aussi, tout ce qui est dirigeant et autres, ils n'ont pas cette perspective et ces communautés l'ont. Donc l'idée c'est de s'associer et d'aider vraiment à faire beaucoup de choses. Et le conseil que je donne aux familles, certes ce sera difficile, mais c'est de trouver le juste milieu entre la technologie et la famille. Donc voilà, c'était ça que j'avais à dire et merci. Merci beaucoup. Alors en résumé, nous pouvons dire que la famille virtuelle a ses avantages, mais aussi ses inconvénients. Il nous faut trouver un juste équilibre entre la vie virtuelle et la vie réelle. Et nous attendons avec impatience le film de M. Ndiaye, maintenant virtuellement familial, qui est très intéressant. J'ai quand même eu le privilège de le voir. Et nous remercions beaucoup M. Ndiaye Mamadou qui a accepté notre invitation malgré son emploi du temps chargé. Et nous remercions aussi M. Gérard Dacosta qui nous a fait l'honneur d'être présent sur notre plateau. Je remercie aussi l'équipe de la WFON TV grâce à qui nous avons réalisé cette émission. Et je vous remercie, chers téléspectateurs, d'avoir participé et regardé cette émission. Et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode de Et si on en parlait.